Les contes de Rabbi Nachman. 9e conte. Le Chacham et le Tam. L'homme intelligent et l'homme simple. Il était une fois 2 propriétaires dans une ville qui possédaient une grande richesse, 2 grandes maisons et chacun un fils. Les 2 enfants apprenaient ensemble dans la même école. L'un était Chacham, un homme intelligent, malin, sophistiqué ou savant, et l'autre un Tam, simple, innocent, naïf. Non pas qu'il était idiot, mais son intellect était simple, sans sophistication. Les 2 fils s'aimaient beaucoup. Même si l'un était Chacham et l'autre Tam, ils s'aimaient néanmoins beaucoup. Vint un temps où les 2 chefs de famille commencèrent à décliner. Ils continuèrent à péricliter jusqu'à tout perdre et devenir indigents, ne leur restant que leur maison. À mesure que les fils grandissaient, leur père leur disait « Nous n'avons pas assez pour subvenir à vos besoins. Faites pour vous-même ce que vous pouvez. » Le Tam alla apprendre la cordonnerie. Le Chacham, qui était une personne perspicace, ne voulait pas se consacrer à un métier commun. Il décida qu'il voyagerait dans le monde pour voir quoi faire. Alors qu'il se promenait sur le marché, il vit un grand chariot avec 4 chevaux attelés, filant à toute allure. Il interpella les marchands. « D'où venez-vous » Ils lui répondirent « De Varsovie. »« Où allez-vous » ?« À Varsovie. » Il leur demanda « Peut-être avez-vous besoin de travailleurs ?» Voyant qu'il était astucieux, dégourdi et de bonne apparence, ils l'acceptèrent. Il partit avec eux et les servit convenablement tout au long de la route. Lorsqu'ils arrivèrent à Varsovie, puisqu'il était une personne qui comprenait rapidement, il cogita. « Puisque je suis déjà à Varsovie, pourquoi resterai-je avec ces marchands ? Peut-être y a-t-il un meilleur endroit qu'avec eux. Je vais chercher et voir. » En se promenant sur le marché, il commença à enquêter et à s'informer sur les hommes qui l'avaient amené, et s'il y avait un meilleur endroit qu'avec eux. Ils répondirent que ces gens qui l'avaient amené étaient des gens honnêtes et qu'il était bon d'être avec eux. Cependant, il est très difficile d'être avec eux puisque leurs affaires se font dans des endroits très éloignés. Ainsi, il continua. Il remarqua des ouvriers de magasins de vêtements alors qu'ils se promenaient sur le marché avec tout leur charme habituel. Leurs casquettes, leurs chaussures pointues et le reste des artifices qu'ils affectent dans leur démarche et leur apparence. Puisqu'il était si avisé et futé, cette occupation lui semblait très convenable, agréable et locale. Alors, il alla voir les hommes qui l'avaient amené, leur fit des éloges et les remercia, mais leur dit que ce n'était pas confortable pour lui d'être avec eux. Quant au fait de l'avoir amené jusqu'ici, en contrepartie, il les avait servis sur la route. Alors, il alla et se proposa à un propriétaire. Et la façon de faire avec les serviteurs est qu'au début, on doit être embauché pour peu d'argent et faire les travaux les plus lourds. Puis, plus tard, on avance vers de meilleurs postes. Le propriétaire l'utilisait pour de rudes besognes, l'envoyant chez la noblesse porter des marchandises à la manière des serviteurs, exposant bien les vêtements sur leurs bras tendus. Ce travail était très difficile pour lui. Parfois, il devait porter les marchandises aux étages supérieurs, et ce travail était très dur pour lui. Il cogita alors, puisqu'il était un philosophe, une personne perspicace. Pourquoi ai-je besoin de ce travail ? N'est-ce pas le but ultime que de se marier et gagner sa vie ? Or, je n'ai pas besoin de m'en occuper maintenant. J'aurai du temps pour cela plus tard, dans les années à venir. En attendant, il m'est plus agréable de voyager, de visiter des pays, de régaler mes yeux du monde. Il se promena sur le marché et vit des marchands montés sur un grand chariot. Il leur demanda « Où allez-vous ?»« À la Gorna. »« M'emmèneriez-vous là-bas ?»« Oui. » Ils l'emmenèrent là-bas. De là, il voyagea en Italie. Et de là, en Espagne. Pendant ce temps, de nombreuses années passèrent. Et il devint encore plus instruit, car il avait été dans de nombreux pays. Il réfléchit. Maintenant, il est temps d'envisager le but ultime. Il commença à philosopher sur ce qu'il devrait faire. Il lui semblait qu'il devait apprendre l'orfèvrerie, qui est un métier majeur, un bel artisanat, nécessitant beaucoup de perspicacité et très lucratif. Et puisqu'il était un tel savant et philosophe, il n'avait pas besoin d'étudier le métier pendant de nombreuses années. En seulement 1 trimestre, il acquit la compétence, et il devint un artisan assez grand, encore plus expert que celui qu'il avait formé. Ensuite, il conclut. Même si j'ai un tel métier en main, néanmoins, cela ne me suffit pas.
Aujourd'hui, c'est un métier important, mais peut-être qu'à un autre moment, un autre métier sera considéré comme plus important. Alors, il alla chez un joaillier, et grâce à son intelligence, il acquit cette compétence en peu de temps également, en un trimestre. Puis il pensa à nouveau. Même si j'ai 2 métiers en main, qui sait ? Peut-être qu'aucun de ces 2 ne restera important. Il serait mieux pour moi d'apprendre un métier qui sera toujours important. En sondant avec sa perspicacité et sa philosophie, il décida d'apprendre la médecine, qui est toujours nécessaire et toujours estimée. Or, la façon d'apprendre la médecine est d'abord d'apprendre le latin, la langue et son écriture, ainsi que les sagesses philosophiques. Et cela aussi, en raison de son esprit brillant, il le maîtrisa en peu de temps, un trimestre, et il devint un grand docteur, un philosophe et un expert dans tous les domaines de la sagesse. C'est alors que le reste du monde devint à ses yeux insignifiant. Car en raison de son génie, et puisqu'il était un si grand artiste, un tel érudit et un tel docteur, chaque personne dans le monde était pour lui sans esprit. Il envisagea alors d'atteindre désormais le but, prendre femme. Il décida, si je me marie ici, qui saura ce que je suis devenu ? Plutôt retourner chez moi, pour que les gens voient ce que je suis devenu. Je suis parti jeune garçon, et maintenant je suis revenu avec une telle grandeur. Et il prit la route pour rentrer chez lui, éprouvant de grandes afflictions en chemin. Car, en raison de sa sophistication, il n'avait personne avec qui converser. Il était si mondain et raffiné qu'il ne trouvait pas de logement à sa hauteur, et ainsi, il se sentait constamment affligé. Mettons de côté l'histoire du Chacham, le savant. Racontons l'histoire de l'homme simple, le Tam. Le Tam apprit la cordonnerie, et puisqu'il était une personne simple, il dut apprendre longuement le métier jusqu'à ce qu'il puisse le pratiquer. Et en fait, il n'avait pas acquis une expertise complète de l'artisanat. Il prit une femme et il subvenait à ses besoins grâce à son travail. Et puisqu'il était une personne simple et qu'il n'était pas un tel expert, son gagne-pain venait avec beaucoup de pression et était très limité. Il n'avait même pas le temps de manger parce qu'il devait toujours travailler, en raison de son incapacité à être plus compétent dans son métier. Seulement, tout en travaillant, quand il avait inséré le clou et tiré le fil comme le font les cordonniers, seulement alors prenait-il une bouchée d'un morceau de pain et mangeait. Le comportement habituel de l'homme simple, le Tam, était d'être toujours très joyeux. Il était constamment rempli uniquement de joie. Et il avait tous les aliments, toutes les boissons et tous les vêtements. Il disait à sa femme « Ma femme, donne-moi à manger ». Et elle lui donnait un morceau de pain et il mangeait. Puis il disait « Donne-moi la sauce avec des sarrasins ». Et elle lui coupait une autre tranche de pain et il mangeait. Et il louait et disait « Comme cette sauce est bonne et agréable ». De même, il se faisait servir de la viande et d'autres délices, et pour chaque plat, elle lui donnait une tranche de pain dont il avait grand plaisir et faisait grand éloge. Comme c'est bien préparé, comme s'il avait réellement mangé ce plat. Car il ressentait vraiment et véritablement dans le pain qu'il mangeait le goût de tous les aliments qu'il voulait, en raison de sa grande tmimout, simplicité, et de sa joie immense. Et de même, il disait « Ma femme, donne-moi à boire de la bière ». Et elle lui donnait de l'eau. Il louait « Comme cette bière est agréable ». Puis il appelait « Donne-moi de l'hydromel ». Elle lui donnait de l'eau, et il la louait de la même manière. « Donne-moi du vin ou une autre boisson », elle lui donnait de l'eau, et il se délectait et louait la boisson comme s'il l'avait vraiment bu. Ainsi aussi avec les vêtements. Lui et sa femme partageaient un peltz, c'est-à-dire une moumoute, une pièce de fourrure non finie utilisée comme manteau. Il disait « Ma femme, donne-moi le peltz » quand il en avait besoin, c'est-à-dire pour aller au marché. Elle lui donnait le peltz. Quand il avait besoin d'un telep, manteau élégant avec de la fine fourrure à l'intérieur qui se roule sur le col, pour sortir parmi les gens, il disait « Ma femme, donne-moi le telep » et elle lui donnait le peltz. Il en prenait grand plaisir et louait « Quel beau telep que ceci !» Quand il avait besoin d'un cafetan par exemple, pour aller à la synagogue, il appelait et disait « Ma femme, donne-moi le cafetan » et elle lui donnait le peltz. Il louait et disait « Comme il est joli et beau ce cafetan !» Et de même aussi quand il avait besoin de revêtir une youpa, une redingote, longue robe de soie portée pour les grandes occasions, elle lui donnait aussi le peltz. Et il donnait aussi louange et plaisir, comme cette youpa est belle et agréable, et ainsi de suite. Ainsi, il était rempli uniquement de joie et d'allégresse en permanence. Quand il terminait une chaussure,
qui probablement avait 3 coins, puisqu'il n'était pas parfaitement compétent dans son métier, il brandissait la chaussure dans sa main et la louait hautement. Et il ressentait un immense plaisir à cela et disait « Ma femme, comme cette chaussure est belle et merveilleuse, comme elle est douce, quelle chaussure sucrée, quelle chaussure mielleuse ceci est !» Elle lui demandait « Si c'est ainsi, pourquoi les autres cordonniers prennent 3 florins pour une paire de chaussures et toi tu prends seulement un demi-thaler, 1 florin et demi ?» Il répondait « Qu'en ai-je donc à faire ? C'est l'affaire de l'autre personne, et ceci est mon affaire. Et d'ailleurs, pourquoi devons-nous parler des autres ? Commençons juste à calculer combien je gagne avec cette chaussure de main en main. Le cuir me coûte tant, le goudron et le fil coûtent tant, le remplissage entre les peaux tant, et de même les autres articles tant. Il en résulte que je profite de 10 groschen, centimes, de main en main. Et avec un tel profit de main en main, de quoi dois-je me soucier ? Ainsi, il était toujours heureux et joyeux à tout moment. Mais pour tout le monde, il était la risée. En lui, ils avaient juste ce qu'ils voulaient, quelqu'un à moquer comme bon leur semblait, car il passait pour un fou. Les gens venaient et commençaient à parler avec lui dans l'intention de se moquer et de railler. Et le Tam leur disait « seulement sans moquerie ». Et dès qu'ils lui répondaient « sans blague », il les écoutait et commençait à parler avec eux, car il ne désirait nullement s'enfoncer dans des spéculations de peur que ceci soit aussi de la moquerie. Car il était un homme simple. Mais lorsqu'il se rendait bien compte que ces gens se moquaient, il leur rétorquait. Et ensuite, s'il advient que tu es plus intelligent que moi, ne serais-tu pas alors qu'un imbécile ? Car que suis-je ? Donc si tu es plus intelligent que moi, alors tu ne serais qu'un idiot. Tout cela étaient les voix du Tam. Maintenant, retournons au sujet original. Entre-temps, il y eut un grand vacarme, car il se disait que le Chacham arrivait paré de grande gloire et de haute érudition. Le Tam vint aussi en courant pour l'accueillir avec une grande joie. Il dit à sa femme « Donne-moi vite la youpa. Je vais aller saluer mon cher ami, je vais le voir. » Elle lui donna le peltz et il courut pour l'accueillir. Et voilà que le Chacham arriva pompeusement dans un carrosse tiré par des chevaux. Le Tam sortit pour l'accueillir et le salua joyeusement avec un grand amour. « Mon cher frère, comment vas-tu ? Béni soit Dieu de t'avoir amené et de me donner le privilège de te voir. » Et le Chacham, pour qui le monde entier était insignifiant, comme cela a été dit auparavant, d'autant plus une telle personne comme le Tam qui semblait dément, mais néanmoins, en raison de leur amour d'enfance partagé, il l'attira près de lui et voyagea avec lui en ville. Quant aux 2 chefs de famille, les pères de ces 2 fils, ils étaient morts pendant le temps où le fils Chacham parcourait le monde. Ils laissèrent leur maison. Le fils Tam, qui était resté sur place, hérita de la maison de son père, tandis que le fils Chacham avait été dans des pays étrangers, et il n'y eut personne pour hériter de la maison. Ainsi, la maison du Chacham tomba en ruine, et il ne resta rien du tout. Alors le Chacham n'eut pas où entrer à son arrivée. Il prit pension dans une auberge, mais y était tourmenté, car elle n'était pas à la hauteur de ses attentes. Le Tam trouva maintenant une nouvelle occupation. Il courait constamment de sa maison à celle du Chacham avec amour et joie. Il remarqua qu'il souffrait du logement. Alors le Tam dit au Chacham « Mon frère, viens chez moi et reste avec moi. Je rassemblerai toutes mes affaires en un seul paquet et tu auras ma maison entière à ta disposition. » Ceci plut au Chacham. Alors il emménagea chez lui et resta avec lui. Mais le Chacham était toujours plein de souffrances, car il s'était fait une renommée de grand érudit, d'artisan et de remarquable docteur. Ainsi, quand vint un noble qui commanda une bague en or, il lui fit une bague tout à fait merveilleuse et y grava des motifs et des chemins merveilleux où était gravé dessus un arbre extraordinaire. Le noble revint, et la bague ne lui plut pas du tout. Le Chacham conçut une grande peine, car il savait en lui-même que si cette bague avec l'arbre avait été faite en Espagne, elle aurait été estimée comme une véritable nouveauté. Et de même, une fois un grand aristocrate vint et apporta une pierre précieuse rare, apportée de terre lointaine. Il apporta avec lui une autre pierre précieuse sur laquelle était gravée une image et lui demanda de graver cette image exactement sur la pierre précieuse rare qu'il avait apportée. Il grava alors précisément cette image à l'identique, sauf qu'il fit une erreur que personne ne pouvait discerner à part lui seul. Le noble vint et prit la gemme, et il l'aima beaucoup. Mais le Chacham déplora amèrement son erreur. « Aussi savant que je sois, et une telle erreur m'arrive à moi ?» De même, dans la pratique de sa médecine, il souffrait aussi. Lorsqu'il visitait un malade,
et lui prescrivait des médicaments qui, il le savait clairement, devaient obligatoirement guérir et faire vivre ce malade, car c'étaient d'excellents remèdes. Or, lorsqu'après cela le malade succombait, les gens jasaient. Il est mort à cause du docteur. Et ceci le torturait fortement. Ou bien, il arrivait également que parfois il donnait à une personne malade des traitements, et la personne malade guérissait, et les gens commentaient « c'est un pur hasard ». Ainsi, il était toujours rempli de souffrance en permanence. De même, quand il avait besoin d'un vêtement, il convoquait un tailleur et prenait soin de lui expliquer comment faire le vêtement selon ses spécifications, selon sa connaissance de la mode. Le tailleur comprenait les instructions et faisait le vêtement exactement comme il le voulait, à l'exception d'un revers qu'il rata en ne le façonnant pas bien. Et ceci le torturait énormément, parce qu'il savait en lui-même que, bien qu'ici cela serait considéré comme élégant, parce que personne ne percevrait le défaut, mais si j'étais en Espagne avec ce revers, je serais la risée et j'aurais eu l'air complètement ridicule. Et ainsi, il était toujours plein de souffrance. Quant au Tam, il accourait sans cesse joyeusement vers le Chacham, mais il ne le trouvait jamais qu'en peine, affligé et plein de souffrance. Il lui demanda « Comment se fait-il qu'un savant et un riche comme toi souffrent sans cesse ? Pourquoi suis-je moi toujours heureux ?» C'était une grande farce aux yeux du Chacham. Le Tam n'était à ses yeux qu'un fou. Le Tam lui dit « Même les gens normaux, lorsqu'ils se moquent de moi, sont aussi dérangés. Car s'ils sont plus malins que moi, ils sont donc des crétins. À plus forte raison, un sage de ton acabit. Que se passerait-il si tu étais plus malin que moi ?» Le Tam s'exprima, disant au Chacham « Que celui qui donne accorde que tu puisses devenir comme moi. » Le Chacham répondit « Il se peut que je devienne comme toi, si Dieu supprimait mon intellect. Ou bien, si Dieu nous en préserve, je tombais malade, je pourrais perdre la raison. Car qu'es-tu après tout, sinon un fou ? Mais par contre, que tu atteignes mon niveau ? Non, il est complètement impossible que tu deviennes sage comme moi. » Le Tam répondit « Avec Hachem Idbarach, tout est possible. Il se pourrait qu'en un clin d'œil, j'atteigne ta sagesse. » Le Chacham se moqua grandement de lui. Maintenant, ces deux fils étaient connus publiquement par leurs surnoms. Chacham, intelligent, et Tam, simple. Bien qu'il y ait beaucoup de gens intelligents et simples dans le monde, pourtant dans ce cas, cela était inhabituellement apparent, car ils étaient tous deux de la même ville, allaient à l'école ensemble, et l'un était devenu un génie extraordinaire, tandis que l'autre était si extrêmement simple. Même dans le registre public, le livre listant les citoyens, où ils enregistrent le prénom et le nom de famille de chacun, ces deux étaient enregistrés uniquement par leur surnom, Chacham et Tam. Une fois, le roi parcourait le registre et trouva ces deux-là enregistrés uniquement par leur surnom, intelligent et simple. Le roi fut étonné et désira ardemment les voir. Il réfléchit alors. Si je les convoque soudainement pour qu'ils comparaissent devant moi, ils en seront effrayés. Le Chacham ne saura plus me répondre. Quant au Tam, peut-être perdra-t-il la raison à cause de la peur. Ainsi, le roi décida d'envoyer un Chacham au Chacham et un Tam au Tam. Mais où trouve-t-on un Tam dans la capitale royale ? Car dans la capitale, la majorité sont des érudits. Sauf le trésorier, qui ne peut être foncièrement qu'un simplet, parce qu'on ne nommera jamais un astucieux à la garde des trésors, de peur qu'avec ses connaissances et son intellect, il ne gaspille toute la fortune royale. C'est pour cela que l'on ne nomme qu'un simplet comme responsable au trésor. Ainsi, le roi convoqua un Chacham et un Tam, le trésorier, comme mentionné précédemment, et les envoya respectivement chez les deux fils. Il remit à chacun séparément une missive, plus une lettre de recommandation pour le gouverneur sous le ministère duquel résidaient les deux. Et dans cette recommandation, le roi ordonnait au gouverneur en personne d'écrire des lettres de la part de Sa Majesté, et ce, afin qu'il ne s'effraie point. Il devra leur écrire que la chose n'est pas impérative, que le souverain ne décrète pas obligatoirement qu'ils se présentent, et que cela demeure à leur libre choix. S'ils le désirent, qu'ils viennent donc. Le roi voudrait cependant bien les voir. Les deux messagers, le Chacham et le Tam, prirent la route et arrivèrent chez le gouverneur. Ils transmirent la missive. Le gouverneur prit des renseignements à propos des deux garçons et il lui fut rapporté que le Chacham était un fabuleux érudit ainsi qu'un grand riche. Quant au Tam, c'était un grand innocent qui porte comme tout vêtement cette espèce de pièce de fourrure. Le gouverneur y réfléchit. Il ne convient sûrement pas de le présenter au roi affabulé d'une moumoute.
Il lui fit donc confectionner des habits comme il se doit, parure qu'il plaça dans le carrosse du délégué simple. Puis, il remit ses lettres. Les envoyés reprirent la route et arrivèrent à destination. Ils remirent les missives, le sage au Chacham et le simple au Tam. Dès qu'il reçut la lettre, ce dernier demanda au messager porteur « Je ne sais pas ce qui est écrit dans cette lettre, lis-la donc pour moi. » Le messager lui répondit « Je vais te dire par cœur ce qui est écrit. Le roi veut que tu viennes chez lui. » Il répliqua illico « Seulement sans moquerie. » « Évidemment, c'est la pure vérité, sans nulle moquerie, » répondit le messager. Le Tam entra dans une immense joie et courut annoncer la nouvelle à son épouse. « Ma femme, le roi m'a convoqué. » Elle lui demanda « À quel sujet et pourquoi ?» Mais il n'avait pas le temps de lui répondre quoi que ce soit. Empressé et plein de joie, il courut s'installer dans le carrosse pour prendre la route avec le messager. Il remarqua entre-temps les beaux habits, ce qui le réjouit de plus belle. Pendant ce temps, une dénonciation fut envoyée au roi contre le gouverneur concernant des fraudes. Le roi le destitua donc. Puis il pensa, il serait bon que le futur gouverneur soit un homme ordinaire, un Tam, car celui-ci gouvernera sa province avec probité et droiture, ne connaissant ni combine ni trouvaille. Cela plut bien au roi de nommer le Tam comme futur gouverneur. Le roi dépêcha un décret stipulant que le Tam, qu'il avait précédemment convoqué, soit nommé gouverneur. Comme le Tam devait passer par la ville du gouverneur, il ordonna que l'on se poste aux portes de la ville et que dès que le Tam apparaîtra, on le retienne et on le couronne gouverneur. Et ainsi fut fait. La population se groupa aux portes de la ville, et dès que le Tam apparut, on le retint et lui annonça qu'il venait d'être nommé gouverneur. Il demanda « Seulement sans moquerie ?» « Bien entendu, sans moquerie, lui répondit-on. Et le Tam devint immédiatement un gouverneur fort et intrépide. Et maintenant que sa bonne étoile, son mazal, s'était si bien élevé, le Tam reçut un peu de sagesse, puisque le mazal assagit. Malgré cela, il n'utilisa nullement cette sagacité, mais il se conduisit en toute candeur, comme auparavant, et gouverna le pays avec innocence, probité et droiture. Il ne fit aucune fraude, ni aucune injustice à personne, car pour diriger un pays, on n'a besoin ni d'une haute intellection, ni d'aucune science, uniquement de la droiture et de l'intégrité. Si deux personnes se présentaient pour être jugées, il disait « Toi, tu es innocent, et toi, tu es coupable », tel que sa candeur et sa probité le lui dictaient, sans ruse ni fausseté. Ainsi, il gérait tout par l'honnêteté. La population l'affectionnait beaucoup, et il fut entouré de conseillers dévoués qui l'aimaient sincèrement. Par pure amitié, quelqu'un lui conseilla « Puisque tu devras bien comparaître un jour devant le roi, lui qui t'avait déjà convoqué, et de plus, l'étiquette oblige qu'un gouverneur se rende chez le souverain. Ainsi, bien que tu sois très valable, et que le roi ne trouvera en toi aucune tromperie dans ta manière de gouverner la contrée, l'étiquette de la cour demande que, quand le roi s'exprime, il digresse volontiers et s'élance dans des propos scientifiques ou linguistiques. Par conséquent, il serait gracieux et bienséant que tu puisses lui répondre à l'avenant. Et par conséquent, il serait convenable que je t'enseigne science et lettres. » Ceci plut beaucoup au Tam, qui cogita ainsi. Que m'importe de connaître science et philologie ? Il étudia et reçut une base scientifique et linguistique. Il se souvint aussitôt de ce que son ami le Chacham lui avait dit, qu'il était complètement impossible que tu deviennes érudit comme moi. Et me voici déjà arrivé à son érudition. Malgré cela, le Tam ne fit nul usage de sa science, mais continua plutôt à régner en toute simplicité et droiture, comme auparavant. Par la suite, le roi manda que le Tam gouverneur vienne comparaître devant lui. Il prit donc la route pour se rendre chez le roi. Celui-ci conversa tout d'abord à propos du gouvernement du pays, et le Tam lui plut beaucoup, car le roi réalisa qu'il gouvernait avec grande probité et droiture, sans aucun vice ni aucune fausseté. Après cela, le roi se mit à discuter de science et de lettres, ce à quoi le Tam répondit parfaitement. Ceci plut encore plus au roi. Il dit « Je vois qu'il est un sage et qu'il se conduit pourtant avec une telle candeur. » Ceci plut énormément au roi, qui fit de lui son premier ministre. Le roi ordonna qu'on lui attribue une ville particulière,
où il séjournerait. Puis, il ordonna qu'on lui érigeât de belles murailles, comme il se doit. Il lui remit une ordonnance écrite qui le nommait ministre. Tout ceci fut accompli, et de belles murailles furent érigées dans l'endroit que le roi avait ordonné. Et le Tam prit le pouvoir énergiquement. Quant au Chacham, quand la missive du roi lui parvint, il répliqua au sage qui lui avait porté cette lettre « Attends, passe donc la nuit ici. Nous allons discuter et cogiter ensemble. » Pour cette soirée, il donna un grand dîner. Durant le repas, le Chacham se mit à spéculer et à cogiter avec son savoir et sa philosophie. Puis il intervint et déclara « Que peut signifier le fait qu'un si grand souverain convoque un personnage aussi insignifiant que moi ? Qui suis-je donc pour que le roi me demande ? Que veut dire le fait qu'un si grand roi qui possède un tel pouvoir et une telle gloire me convoque moi, si minuscule face au roi ? Comment admettre à l'esprit qu'un tel roi demande après moi ? Dirais-je que c'est pour mes connaissances que le roi me convoque ? Mais qui suis-je comparé à lui ? Et puis, est-ce que cela manque au roi des savants ? Et puis, le roi lui-même n'est-il pas certainement un grand érudit ? Et qu'est-ce donc que le roi me sollicite ? Il s'étonna très fortement et lança enfin au Chacham messager « Sais-tu quoi ? Je vais te dire mon opinion. » Il apparaît évidemment, intelligemment et clairement qu'il n'existe aucun roi sur cette terre. Le monde entier s'est laissé abuser par cette sottise. Il s'imagine qu'il existe un roi. Or, bien au contraire, essaie de comprendre. Comment expliquer que le monde entier s'en remette à un seul homme, entre ses mains, et qu'il soit leur souverain ? « Voici que je t'ai moi-même porté une lettre du roi, » répondit le sage messager. « As-tu reçu cette lettre des mains du roi en personne » rétorqua le Chacham. « Non, » répondit le messager. « Seulement quelqu'un d'autre m'a remis la lettre du roi. Effectivement, ce n'est pas chaque personne qui mérite de voir le roi, car il ne se montre qu'en de rares occasions. Vois donc, maintenant constate de tes propres yeux que j'ai entièrement raison. Il n'existe aucun roi. » « Dis-moi donc, » demanda encore le Chacham, « tu es ressortissant de la capitale royale, où tu as grandi. Dis-moi, as-tu jamais vu le roi ?»« Non, » répondit le messager. « Regarde maintenant combien j'ai raison. Il n'existe absolument aucun roi, car même toi, tu n'as jamais vu le roi. » Le Chacham messager demanda à nouveau, « S'il en est vraiment ainsi, qui dirige donc le pays ?»« Ça, je vais te l'expliquer clairement, car je suis expert en la matière. Et c'est à moi que tu peux le demander. Moi qui ai parcouru des pays. J'étais en Italie, où le système consiste en une assemblée de 70 sénateurs qui montent au pouvoir et gouvernent le pays pour une période. Puis, le pouvoir est réparti dans le reste du pays l'un après l'autre. » Ces discours commencèrent à convaincre le Chacham messager, jusqu'à ce qu'ils conclurent ensemble qu'il n'existe aucun roi sur terre. « Attends jusqu'à demain matin, » ajouta le Chacham, « et je te prouverai clairement qu'il n'y a absolument aucun roi. » Le Chacham se réveilla le lendemain matin, puis réveilla le Chacham messager en lui disant « Viens avec moi dans la rue, et je te montrerai comment le monde entier se trompe et qu'il n'existe aucun roi. » Ils se rendirent au marché, où ils trouvèrent un soldat qu'ils interpellèrent et à qui ils demandèrent « Qui sers-tu donc ?»« Le roi, répondit-il. »« As-tu déjà vu le roi une seule fois depuis ta naissance ?»« Non, répondit-il. »« Vois-tu, commenta le Chacham, existe-t-il une stupidité pareille ?» Plus tard, ils allèrent chez un des officiers du soldat et entrèrent en conversation avec lui, jusqu'à ce qu'ils lui demandèrent « Qui sers-tu donc ?»« Le roi, répondit-il. »« As-tu déjà vu le roi ?»« Non. »« Justement, constate de tes propres yeux que tout le monde est dans l'erreur et qu'il n'existe aucun roi. » Ils en conclurent ensemble qu'il n'existait aucun roi. « Viens, dit le Chacham, voyageons de par le monde, et je te démontrerai combien le monde entier se trouve dans l'erreur. » Ils s'en allèrent parcourir le monde, et partout où ils arrivaient, ils découvraient les gens dans leur erreur. L'idée de roi devint pour eux une image, et là où ils trouvaient les gens dans l'erreur, ils employaient ironiquement le roi comme exemple. Tout comme il est vrai qu'il existe un roi, ainsi ceci est exact. Ils s'exclurent ainsi du monde, et poursuivirent leur périple.
jusqu'à ce que se termine ce qu'il possédait, et qu'il commence à vendre un cheval, puis un deuxième cheval, jusqu'à ce qu'ils les vendissent tous, et dussent maintenant aller à pied. Il continuait cependant à enquêter le monde et à découvrir combien il se trouvait dans l'erreur. Ils devinrent des clochards, des vagabonds. Ils avaient perdu tout leur prestige. Plus personne ne tenait compte d'eux, de tels vagabonds. Ils s'exclurent ainsi du monde, jusqu'à ce qu'au cours de leur errance, ils aboutirent à la ville où résidait le ministre, le Tam. Et dans cette ville habitait justement un véritable maître de nom, un Baal Shem, c'est-à-dire un homme pieux qui détient une formule sacrée au pouvoir surnaturel, qui était fort estimé, car il accomplissait de fabuleux prodiges. Même parmi les nobles, il était renommé et apprécié. Or, voici que les deux Chacham arrivèrent en ville et y tournèrent, jusqu'à ce qu'ils parvinrent devant la résidence du Baal Shem. Ils remarquèrent de nombreuses voitures chargées de malades, 40 ou 50. Le Chacham pensa alors qu'ici demeurait probablement un docteur. Il voulut lui rendre visite, car il était lui-même un médecin émérite. Il voulut donc faire sa connaissance. Il demanda « Qui habite ici ?» On lui répondit « Un Baal Shem ». Il s'exclaffa de rire et dit à son compagnon « Ceci est mensonge et une erreur scandaleuse. C'est encore plus stupide que l'erreur du roi. Frère, laisse-moi t'expliquer cette méprise. Comment les gens se méprennent d'une telle fourberie ?» Entre-temps, ils eurent faim et trouvèrent encore sur eux 3 ou 4 sous. Ils entrèrent dans une gargote, où l'on reçoit un repas même pour 3-4 sous, et commandèrent à manger. On les servit. Pendant qu'ils soupaient, ils bavardèrent et raillèrent le Baal Shem. Mais le restaurateur surprit leurs propos, ce qui le fâcha fort, car le Baal Shem était très estimé là-bas. Il les intima. « Finissez votre pitance et fichez le camp d'ici. » Plus tard, entra là un fils du Baal Shem, et ils continuèrent à se moquer du maître de nom devant son propre fils. Le gargotier les houspilla. « Pourquoi vous moquez-vous du Baal Shem devant son propre fils ?» Jusqu'à ce que le restaurateur leur donna une volée de coups et les expulsa de son lieu. Ils en furent très irrités et désirèrent chercher justice contre celui qui les avait rossés. Ils réfléchirent. Ils iraient chez leur aubergiste, là où ils avaient déposé leur paquet, afin de prendre conseil auprès de lui comment entamer une procédure juridique contre le restaurateur qui les avait rossés. Ils allèrent et racontèrent à leur aubergiste comment le gargotier les avait roués de coups. L'aubergiste demanda « Pourquoi ?» Ils racontèrent comment ils s'étaient moqués du Baal Shem. L'aubergiste leur répondit « Il n'est sûrement pas convenable de frapper des gens, mais vous n'avez pas agi correctement. Pourquoi avez-vous donc parlé contre le Baal Shem ? Ce Baal Shem est très estimé en ces lieux. » Ils se rendirent compte que cet homme était aussi fourvoyé dans l'erreur. Ils le quittèrent et se rendirent chez l'officier qui était un païen. Ils lui racontèrent toute l'histoire, qu'on les avait battus, etc. Il demanda « Pourquoi ?» Ils répondirent qu'ils s'étaient moqués du Baal Shem. L'officier les tabassa sauvagement, puis les expulsa. Ils partirent, puis se rendirent chez le plus haut gradé que l'on puisse trouver, mais n'obtinrent toujours aucun jugement. Ils allèrent ainsi de l'un à l'autre, toujours plus haut en hiérarchie, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin chez le ministre, Tam. Là-bas se tenaient des gardiens. On annonça au ministre qu'une personne désirait le rencontrer. Il ordonna de la faire entrer. Le Chacham entra chez le ministre. À peine entré, le ministre le reconnut tout de suite. C'était son ami, le Chacham. Mais le Chacham ne le reconnut pas, car il était désormais parvenu à une telle grandeur. Le ministre commença de suite à lui parler en ces termes. « Vois à quoi ma candeur m'a amené, une telle grandeur, et à quoi ta sagesse t'a amené. » Le Chacham répliqua « Que tu sois mon ami le Tam, de cela nous discuterons plus tard. Pour l'instant, rends-moi donc justice. J'ai été passé à tabac. » Le ministre lui demanda « Pourquoi cela ?» L'autre répondit « Parce que j'ai dit du Baal Shem qu'il est un menteur, et que tout cela n'est qu'une escroquerie. » Le ministre Candide répliqua alors « Tu persistes encore dans tes savoirs. Souviens-toi avoir prétendu que tu pourrais facilement arriver à mon niveau, tandis que moi, je ne pourrai jamais atteindre le tien. Vois-tu maintenant que je suis arrivé depuis longtemps à ton niveau, tandis que toi, tu n'es pas encore arrivé au mien.
et je vois bien que c'est plus difficile pour toi d'atteindre ma candeur. » Malgré cela, puisque le ministre le connaissait depuis si longtemps et savait comment il fut autrefois en grandeur, il ordonna qu'on lui donne des vêtements et qu'on l'habille, et il le convia à manger avec lui. Pendant le repas, ils se mirent à discuter, et le Chacham se mit à lui asséner ses théories selon lesquelles il n'existe aucun roi. Alors le ministre Tam rugit. « Que racontes-tu ? Moi j'ai vu le roi en personne. » Le Chacham lui répondit en s'esclaffant. « Sais-tu par toi-même que c'est bien le roi ? Tu le connaissais ? Tu as connu son père, son grand-père, qui étaient bien des rois eux aussi ? D'où sais-tu que c'était bien le roi ? Parce que des gens te l'ont dit ? Eh bien, ils t'ont abusé. » Le Tam fut profondément affligé du fait que celui-ci nie l'existence du roi. Entre-temps, quelqu'un entra et dit « Le diable vous demande. » Le Candide fut pris de frayeur. Il courut et annonça à son épouse avec grande frayeur que le diable l'avait demandé. Elle lui conseilla de requérir le Baal Shem. Il dépêcha un envoyé à sa recherche. Le Baal Shem vint et lui donna amulettes et talismans, des camillotes, en lui assurant qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus aucune frayeur. Le Tam eut une confiance totale en cela. Après cela, puisque le Chacham et le Tam étaient assis ensemble, le Chacham demanda « Pourquoi as-tu eu une telle frayeur ?»« À cause du diable qui a demandé après nous, » répondit le Tam. Le Chacham se moqua de lui en lui disant « Tu crois vraiment qu'il existe un diable ?» Le ministre Tam lui demanda « Et qui donc a demandé après nous ?»« C'est probablement mon frère, » répondit le Chacham. « Il a peut-être voulu me voir. Il s'est déguisé et m'a demandé par la ruse. » Le Tam demanda alors « Si c'est vraiment ainsi, comment a-t-il pu franchir toutes les gardes ?»« Il a dû les soudoyer, » répondit-il. « Et eux racontent qu'ils ne l'ont pas vu. » Entre-temps, quelqu'un d'autre arriva à nouveau et dit encore « Le diable demande après vous. » Mais cette fois-ci, le Tam n'eut aucune frayeur et n'éprouva aucune crainte grâce aux amulettes qu'il avait prises du Baal Shem. Le Tam dit au Chacham « Qu'en dis-tu maintenant ?»« Je vais te raconter cela. J'ai un frère qui est fâché avec moi. Il a monté toute cette comédie pour m'effrayer. » Le Chacham se leva et questionna la personne qui était venue les chercher. « Quelle apparence a celui qui t'a envoyé nous chercher ? Quelle est la forme de son visage ? Quelle couleur de cheveux ? Et ainsi de suite. » Il lui répondit « Comme ceci, comme cela. »« Vois-tu, c'est bien la description de mon frère. »« Iras-tu avec eux ? » demanda le Tam. « Certes, j'irai avec eux. Par contre, donne-moi quelques soldats par précaution, de façon à ce que l'on ne me fasse pas de misère. » Il lui délégua une escorte et les deux Chacham suivirent l'émissaire, qui en fait était le diable en personne. Puis les soldats revinrent et le ministre leur demanda « Où sont donc les Chacham ?» Ils répondirent qu'ils ignoraient où ils étaient arrivés. L'émissaire du diable avait saisi les deux Chachamim et les avait entraînés dans de la boue et de la glaise. Et là-bas, trônait le diable en pleine fange sur une chaise. Cette boue était épaisse, gluante et poisseuse, juste comme de la colle. Les deux Chacham ne pouvaient pas bouger dans cette boue. Ils crièrent « Réchaïm, crapules, pourquoi nous faites-vous souffrir ? Est-ce qu'il existe un diable sur terre ? Vous n'êtes que des bandits qui nous font souffrir pour rien. » Car les Chachamim ne voulaient toujours pas croire qu'un diable existait. Ils disaient qu'il y avait juste des gens méchants voulant les faire souffrir pour rien. Les deux Chacham, enfoncés dans la boue épaisse, spéculèrent. « Qu'est-ce ? Ce ne sont que les bandits avec qui nous nous sommes disputés un jour et qui nous torturent maintenant. » Les Chachamim passèrent quelques années dans cette boue, où on leur fit subir de terribles souffrances et d'horribles tortures. Un jour, le ministre Tam passa devant la maison du Baal Shem. Il se remémora alors son ami le Chacham et entra chez le Baal Shem. Il s'inclina devant lui comme il se doit et demanda s'il pouvait lui montrer où le Chacham se trouvait maintenant et s'il pouvait l'en faire sortir. Le ministre Tam demanda au Baal Shem « Vous souvenez-vous du Chacham que le diable est venu chercher, a emporté et que je n'ai plus revu depuis ?»« Certes, je m'en souviens, » répondit le maître de nom. Le ministre Tam lui demanda de lui montrer l'endroit
où le Chacham se trouvait et de le faire sortir de là. Le Baal Shem lui répondit « Je peux certainement te faire voir où il est, et je peux aussi l'en faire sortir, mais à condition que nul ne vienne à part moi et toi. » Ils allèrent ensemble. Le Baal Shem fit ce qu'il savait faire, et ils arrivèrent sur place. Ils virent comment ils étaient enlisés dans une boue et une glaise épaisse. Quand le Chacham aperçut le ministre Tam, il s'écria vers lui. « Mon frère, regarde comme on me frappe. Ces bandits me torturent sans aucune raison. » Le ministre lui lança en criant « Tu tiens encore à tes chokhmot, tes savoirs. Tu ne veux toujours croire en rien. Tu dis que ce sont des hommes, mais regarde, voici bien le Baal Shem que tu reniais. On va te montrer que lui seul peut vous sauver, et il vous montrera la vérité. » Le ministre Tam demanda au Baal Shem de les faire sortir, et de leur montrer que ceci est bien le diable, et que ceux-ci ne sont nullement des hommes. Le Baal Shem fit ce qu'il fit. Et voici qu'ils se retrouvèrent debout sur de la terre sèche, là où il n'y a plus de boue, tandis que les démons furent réduits en poussière. C'est alors que le Chacham constata la vérité, et qu'il dut tout reconnaître, qu'il existe bien un roi, ainsi qu'un véritable Baal Shem. C'est au sujet de ce conte que Rabbi Nachman a révélé l'enseignement au sujet de la Tmimout, l'intégrité, et des sciences, enseignement qui assure que la perfection réside pour l'essentiel dans la simplicité et l'innocence, et qui parle également d'Amalek, qui était un savant, un philosophe, qui avait renié l'essentiel au profit de l'hérésie. Voyez à ce sujet, sur le verset dans Michelet, les Proverbes, chapitre 24, verset 16, « Shevaïpol tzadik vekam » 7 fois, le tzadik, le juste, tombe, mais se relève. Les lettres finales de chaque mot épellent Amalek, car la raison principale des chutes spirituelles provient essentiellement des chokhmot, de l'étude des sciences, des philosophies, etc. De même, le roi Agag, qui était un descendant d'Amalek, bien qu'il vit sa défaite imminente quand Shmuel, le prophète Samuel, rejoignait le roi Shaoul pour l'exécuter, il n'y croyait toujours pas. Comme il est dit, dans Shmuel chapitre 15 verset 32, « Vayeler Agag ma'adanot » Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, que le Targum Yonatan traduit comme « alla d'une manière complaisante », car il ne croyait toujours pas à sa défaite, jusqu'à ce qu'il constate sa fin imminente. Comme il dit alors, l'amertume de la mort s'est-elle vraiment tournée vers moi ? Car jusqu'alors, il n'y croyait toujours pas. Après avoir raconté ce conte, Rabbi Nachman a déclaré « Et quand la prière n'est pas comme il se doit, elle est semblable à une chaussure à 3 coins. » Essayez de bien comprendre ce que l'on dit là. Il est possible de vivre sa vie, ne serait-ce qu'avec du pain, de l'eau et une moumoute, et de mener une existence bien meilleure et plus heureuse que celle du plus grand sage ou du plus grand riche. En effet, on constate que celles-ci sont toujours pleines de souffrances. On finit donc par se rendre compte qu'il est mieux de vivre comme le Tam, qui se contentait de ce qu'il avait, et qui était constamment joyeux. Quant à celui qui veut être un Chacham, qui réfléchit sans arrêt, il deviendra une personne sombre, et aura une vie obscure du début jusqu'à la fin. Il sera plein de souffrances, et ne vivra jamais. À la fin, il sera délaissé et perdu, jusqu'à ce que le Tam ait pitié de lui et vienne à son secours. Ce conte renferme encore beaucoup d'autres grands secrets, car dans tous ces contes se cachent de grands secrets de la Torah. Pour retrouver les contes dans le texte, cliquez sur le lien en description.